À celles et ceux qui sont... Alors, je vais peut-être recommencer, je ne sais pas si ça marchait dès le début. Bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux qui sont présentes dans cette salle, à mes deux intervenants, Laure Nouala, Éric de Kermel, et à celles et ceux qui nous suivent en live ou qui nous regarderont par la suite. Vous êtes les bienvenus pour parler donc de l'écologie et des émotions qu'elle peut susciter. Alors, je pense que dans cette salle, vous qui nous suivez en direct, on les a à peu près toutes ressenties, ces émotions. Il y a le moment où on se conscientise, il y a le moment où ça peut nous mettre un peu dedans quand même. C'est lourd à porter comme sujet et ça peut nous déprimer un petit peu parfois, disons-le nous, la fin du monde proche, l'avenir de nos enfants, etc. C'est compliqué. Et puis, il y a aussi des moments où, c'est ce qu'Éric développe aussi, c'est porteur de joie, c'est porteur de liens, de faire ensemble, de solutions. L'impression aussi de faire partie d'une famille qui a envie de faire avancer les choses ensemble. Et donc, voilà, ça nous fait beaucoup d'émotions différentes. On a l'impression de passer par des cycles aussi, des moments où on y croit, des moments où on y croit moins, des moments où on a envie d'y croire, mais on se dit comment on va faire. Et donc, on est là pour en parler ensemble avec deux auteurs, tous les deux d'ailleurs journalistes également. Laure Nouala, qui a été 15 ans journaliste à Libération, alias Bridget Kyoto, pour celles qui la connaissent, la première youtubeuse collapso. De l'histoire de YouTube. Et du futur de YouTube aussi, peut-être. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Je serai toujours la première. Ouais. Donc, Laure, bienvenue vraiment. Et donc, tu es auteur de, je ne sais pas si on voit bien, de Comment rester écolo sans finir dépressif, ce qui doit tous nous occuper dans la vie quand même comme question. Et puis, j'avais souhaité aussi que Éric, tu sois là, Éric de Kermel, qui est directeur de Terre Sauvage. Pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas peuvent aller aussi regarder. Et donc, tu as écrit l'abécédaire de l'écologie joyeuse, puisque tu t'es mis à écrire depuis quelques années. Tu es très prolifique, puisque c'est ton 3e, 4e livre. 4e. Voilà, ça a enchaîné, donc on attend les suivants aussi avec impatience. Et donc, moi, ce qui m'a... Voilà, je suis partie en vacances avec vos deux livres. J'expliquais alors que le sien est tombé dans la baignoire de mon fils et que c'est pour ça qu'il a l'air abmé. Alors que celui d'Éric n'est pas tombé dans la baignoire. Tu l'avais lu. J'ai lu les deux, mais l'un est tombé dans la baignoire. Et donc... moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de savoir à quel moment vous vient l'idée d'écrire et c'est quoi en fait la genèse de ces ouvrages. On commence par toi, peut-être, Laure. Merci. De rien. Voilà. La genèse, c'est une question que je me pose en 2008. Ça fait déjà 8 ans que je travaille sur les questions environnementales et je dis à mon copain de l'époque, comment est-ce qu'on fait pour rester écolo sans devenir dépressif ? Et il me regarde et il me dit, c'est mort. J'étais accablée tous les jours en fait en tant que journaliste environnementale dans un quotidien en plus, donc c'était le royaume de la mauvaise nouvelle, l'idée d'avoir à la fois des scientifiques au bout du téléphone, des reportages au bout de la plume, etc. Et ça faisait une sorte de chapelet de très très mauvaises nouvelles. Et en tant que journaliste, normalement, je dois être à distance de mon sujet. Mais non, là, c'était l'être humaine qui prenait le dessus. Chaque jour, je rentrais chez moi, ça n'allait pas. J'arrivais en conférence de rédaction, je ne comprenais pas pourquoi tel sujet passait avant celui-là qui était essentiel. On parle quand même du destin, de la survie de l'humanité quand même. Donc voilà, et tous les voyants étaient au rouge et il fallait sans cesse faire ça. Donc je suis devenue dépressive. Mais grave, enfin écolo-dépressive. Et tu t'en es sortie. En tout cas, j'ai pu ne pas le rester. D'où le changement de titre. Comment rester écolo sans finir totalement dépressif. La genèse, c'était ce parcours de tomber en écologie et de regrimper pas à pas à la vie, vers la joie. Voilà, vers la joie, tu vois, je fais un super lien avec le titre du bouquin d'Éric, vers la joie, vers le finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche, il faut vivre ce qu'on a à vivre dans l'instant présent, maintenant, là, tout de suite. Donc, 2 phases, tomber en écologie et regrimper à la vie. J'ai eu envie de l'écrire en 2008-2009, et là, je crois que la promesse du titre n'aurait jamais été tenue. C'était trop tôt, il a fallu vraiment plonger très bas et regrimper pas à pas. Alors, tu as fait une bonne transition vers Éric, puisque toi, tu commences à écrire directement au moment de la joie. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'as pas connu la phase de dépression et tu as attendu la joie pour écrire, ou est-ce que donc en fait, c'est pas écolo. Depuis le début, t'es content. Non, tu crois qu'on va survivre? Non, c'est pas tout à fait ça, mais il y a effectivement de vrais parallèles au niveau historique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai repris la responsabilité de Terre Sauvage il y a une 15aine d'années, je suis arrivé là, amoureux de la nature, passionné de biodiversité. C'était pas encore trop le mot qu'on utilisait, mais quand même. Et j'ai vécu exactement ce que Laure a vécu, c'est-à-dire que quand on se retrouve en tant que journaliste
nourri, donc spécialisé sur la thématique de la nature et nourri d'informations qui sont toutes plus négatives les unes que les autres, et qu'en plus on va sur le terrain. Moi j'étais beaucoup sur le terrain et j'ai pu constater avec des échelles et des pas de temps très courts à quel point il y avait effectivement cette dégradation. À un moment, la neutralité journalistique, on l'abandonne et on se dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Du coup c'est comme ça que l'engagement naît. Et puis les années passent. Moi effectivement, comme tu l'as dit, donc moi j'ai écrit avant ce livre-là, j'étais plutôt sur des fictions et notamment sur une fiction écolo qui s'appelle Mon cœur contre la terre, où j'avais envie que la fiction serve le propos écolo, en disant on va essayer de raconter des belles histoires à des gens sans leur dire tout de suite c'est écolo, et derrière effectivement ça va porter un certain nombre de messages écolos. Et puis je travaille donc au sein de Bayard, du groupe Bayard, et à un moment Bayard me dit Eric, on aimerait bien quand même que ce soit toi qui écrives, on n'a pas de livre écolo à Bayard, 100% dans les collections que publie Bayard, on aimerait bien que ce soit toi qui l'écris. Et au début je dis mais c'est pas mon truc, j'écris pas... J'ai mes fonctions de journaliste dans les magazines dont je m'occupe, mais j'écris pas de livres et j'ai pas de prétention même à apporter quelque chose de nouveau en matière d'écriture. Donc pourquoi faire un livre de plus qui soit pas vraiment nouveau? Et puis le temps passe, Bayard me relance un peu, et puis c'est le moment, vous l'avez tous vécu il y a quelques mois, enfin il n'y a pas longtemps, où les thématiques de l'effondrement émergent clairement, avec des porteurs, des ambassadeurs de ces thématiques qui sont des amis, je pense à Pablo Servigne en particulier. Et là, avec un certain nombre de personnes éminentes, tout à fait écolo elles-mêmes, s'opère quelque chose qui m'effraie, c'est-à-dire que je vois des gens qui pourtant servent cette cause, qui disent c'est pas possible Eric, vos histoires d'effondrement, ça fait peur à tout le monde, ça rend nos enfants dépressifs, donc ça peut pas le faire, il faut abandonner tous ces discours, vous en dites trop, je veux dire tout est noir. Et là j'ai pris un contre-pied qui m'a conduit à revenir vers Bayard en disant je veux bien écrire un livre sur l'écologie, mais je veux que ce soit un plaidoyer pour une écologie joyeuse. Parce que ce que je constatais, moi, et c'est ce que l'on vit même quand on est ici dans ces journées, c'est que il y a ceux qui prennent les mauvaises nouvelles dans le nez, qui se disent « je peux rien faire » et qui se sont tétanisés. Et il y a plein de gens qui prennent tout autant les mauvaises nouvelles dans le nez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni face à ces mauvaises nouvelles, et qui, eux, s'engagent, qui dans l'éducation, qui dans l'agriculture, qui dans les élections, enfin dans la citoyenneté, qui dans les tiers-lieux. Et tous ces gens-là, tout ce milieu écolo que moi je côtoie, c'est des gens heureux. C'est-à-dire c'est des gens qui, par leur engagement, effectivement, ne restent pas passifs, ne sont pas seulement là à subir les mauvaises nouvelles, mais à un moment prennent les choses en main. Et dans ce présent dont parlait Laure, eux-mêmes génèrent effectivement quelque chose qui est extrêmement positif, dynamique et joyeux. Mais est-ce que c'est une manière de pédaler en disant tant que je pédale, je ne pense pas à la fin parce que je me dis qu'on va y arriver et d'être un peu dans le déni? Ou est-ce que c'est parce qu'on est en action? Est-ce que c'est parce qu'on croit que ça va bien se terminer? C'est parce qu'on est en action, c'est parce qu'on est avec d'autres, c'est parce qu'on trouve du sens. Et on voit bien aujourd'hui le nombre de personnes qui effectivement ne veulent plus servir une machine qui est un non-sens. Donc du coup, il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment de travailler pour un monstre sans tête, qui en plus n'a pas de sens. Et du coup, il se passe quelque chose qui, à mon avis, est très dynamique, et notamment par rapport aux jeunes. Moi, j'ai 3 filles, et effectivement, j'ai voulu notamment écrire ce livre parce que je ne pense pas que ce soit la bonne méthode et que ce soit la bonne invitation qu'on puisse faire aux gens que de dire « vous devez absolument renoncer à la joie ». La vie, c'est de la merde. Par contre, il faut se battre comme des cons. Alors, et donc, je pense que ce moteur-là, il n'est pas. Parce que du coup, toi, tu sembles dire qu'une des solutions pour ne pas finir dépressif, c'est faire et être dans le collectif. Toi, tu as une autre. Mais non, c'est pareil. C'est exactement pareil. À la fin, c'est l'action, le truc. Bien sûr, mais j'ai l'impression que toi, il y a aussi l'humour qui rentre en compte dans ta manière de raconter, et que l'humour est aussi quelque part un échappatoire pour prendre du recul, pour distancier. Alors, l'humour. Je vais revenir là-dessus, mais il faut que je rebondisse. Bien sûr, je viens de dire. Le renoncement n'est pas à la joie. Le renoncement, c'est à nos espèces d'imaginaires d'enfants pourri gâtés du XXe siècle. On doit renoncer à certains trucs. Et l'invitation, je crois qu'elle est à ça, à renoncer au pire.
même si on ne va pas sauver le meilleur non plus. À renoncer quoi, aux vacances loin Je ne sais pas, un milliard de choses. 3 iPhones, dont 4 je neufs. Je sais pas, quand c'est les soldes, faut-il se précipiter? Faut-il changer 15 fois de vêtements dans sa garde-robe par an? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas, c'est tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces cargos qui nous amènent des trucs? Ce que j'ai adoré dans le confinement, l'air de rien, c'est que les magasins sont fermés. On se rend compte que, pour beaucoup, ça ne manque pas d'aller faire des courses de choses inutiles qu'on a probablement déjà et qu'on veut juste remplacer. Bon, ça, c'est un cas mais le renoncement est un truc hyper important. Et donc, c'est une invitation au renoncement pour trier un peu les trucs auxquels il faut qu'on s'attache vraiment et qu'on ait envie de défendre. Sur l'humour, l'humour, Chris Marker, c'est ce qui nous reste, grand réalisateur, notamment de La Jetée et de films sublimes, disait de l'humour que c'était la politesse du désespoir. Je me suis totalement retrouvée là-dedans. D'abord, parce que j'aime bien me marrer plutôt que de pleurer. Comme on va dans le mur, autant boire des coups et rigoler plutôt que pleurer et se lamenter qu'on va rester là sidéré à rien faire. Mais l'humour, c'est aussi un truc génial, c'est que ça met à distance beaucoup de choses. Ça permet de braver ce qui nous fait peur. Ça permet d'embrasser et de braver. Je vais faire une grande blague et donc du coup, par exemple, blague, trouvée sur Internet, un mème sur Internet, 2 extraterrestres déboulent sur Terre et c'est la fin de la civilisation humaine. Ils sont en train de se balader dans les vestiges de la civilisation humaine. Il y en a un qui dit à l'autre, il se prend les mains, là, il s'assoit, il se prend les mains la tête dans les mains et il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont découvert tout ça? L'autre répond, des conférences. Et c'est ce qu'on fait. Et des livres. Et c'est ce qu'on fait. Donc, en fait, ce qu'on est en train... moi, ce que j'aime bien dans l'humour, c'est qu'on est quand même une blague absolument sublime dans cette civilisation-là et dans ce temps-là. Dans cette planète merveilleuse, miraculeuse. On n'en connaît pas d'autres, qui a du chocolat, des bières, des machins, des trucs très bien. On n'en connaît pas d'autres où il y a de la vie. Mais on est là, on a réussi, en l'espace de 2 siècles, à quand même mettre en question nos conditions de vie, à les faire basculer d'un coup d'un seul. Waouh, c'est une super blague. Moi, ça me fait bien marrer. Et on commence même à polluer l'espace, ce dont on peut encore plus rire. On a déjà pollué l'espace, voilà. mais ça, à la limite, si on arrête... Peut-être la Lune et Mars. En tout cas, c'est une blague qui est évidemment sardonique, c'est du rire jaune pour rire vert, tout ça, c'est de l'humour noir. Mais en même temps, c'est comme une espèce de... Comme si je tirais la chasse quand je fais une grosse blague. Voilà, j'ai envie de tirer la chasse. Faire une grosse blague, ça met à distance beaucoup de choses. Donc l'humour, c'est important. C'est mon rapport au monde, à moi, que je privilégie. Et c'est une manière de survivre. Mais tout le monde n'a pas envie de rire de ça. Hein. Et c'est une manière de survivre. Alors, Eric, toi, ton livre, c'est une toute autre approche, c'est un abécédaire. Et moi, ce qui m'a interpellée en lisant, c'est que c'est très, très pédagogique. On a l'impression que dans les articles, tu veux à la fois alerter et à chaque fois dire non mais vous inquiétez pas, par ailleurs il y a les bonnes nouvelles. Mais il y a aussi beaucoup de chiffres, de faits, c'est-à-dire que celui qui est pas trop écolo, qui connaît pas trop nos sujets, qui ouvre, il va aussi découvrir beaucoup de choses qui vont l'interpeller un petit peu. On sent un grand effort de pédagogie pour les néophytes un peu sur les sujets qui nous occupent dans ton livre et dans celui de Laure également. Oui, c'était effectivement la réponse que j'ai faite à l'éditeur, c'est de leur dire moi je veux bien écrire un livre sur l'écologie, maintenant je veux pouvoir y mettre quelque chose de totalement subjectif, c'est-à-dire c'est mon regard, c'est pas un étudiant de dernière année de Sciences Po qui prend tous les grands thèmes de l'écologie indispensables et qui les traite les uns derrière les autres. Donc là il y a quelque chose effectivement de très personnel, de très relié à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire c'est incarné dans des territoires, c'est incarné avec des personnes, ça parle beaucoup de gens, je veux dire, et de ceux qui font. Et ce que je voulais justement, c'était ne pas tomber dans le côté « je vais vous raconter une belle histoire, vous inquiétez pas, tout va bien ». Je voulais dire clairement ce qui n'allait pas, avec un certain nombre de chapitres ou de thématiques. Celle sur les océans, par exemple, qui est la plus grave, enfin pour moi, dans tout ce que j'ai pu traiter. C'est le sujet sur lequel je trouve qu'il y a le plus de gravité et où j'ai parfois du mal, dans ces cas-là, à trouver les ressorts pour pouvoir raconter la belle histoire qui va avec. Mais par contre, il y avait un certain nombre de thématiques sur la dualité, sur l'agriculture, sur la biodiversité, etc., où j'avais envie de raconter à la fois les faits, la réalité, dans des chapitres. Mais on se demande à chaque fois comment ça va pouvoir bien se terminer quand même. Il y a beaucoup de chapitres, il y a des chapitres qui commencent, on se dit comment va-t-il conclure son affaire. Mais il y a des chiffres froids et angoissants quand même. Il y a totalement. L'éco-anxiété quand même présente dans ton livre. Complètement. Elle est abordée de front.
Mais je crois qu'encore une fois, le but n'est pas ni le déni, ni de masquer, ni de ne pas raconter la réalité des choses. Et donc, en ce sens, moi, il y avait une espèce de filiation avec les amis qui parlent des problématiques collapso, d'effondrement, etc. Donc, je voulais bien être dans ce courant-là, mais en disant, attention, c'est pas le seul message. Il y a derrière quelque chose qui invite d'autant plus à agir et à abandonner et à renoncer. Effectivement, je suis très à l'aise avec ce que disait Laure. Il y a un certain nombre de renoncements évidents, souvent des renoncements qui sont des non-sens. Mais il fallait aussi être capable d'accueillir cette émotion et de prendre les gens, j'allais dire là où ils sont, dans leur double réalité, c'est-à-dire on les prend pour des grandes personnes intelligentes qu'on veut informer, on leur donne des éléments pour qu'ils se fassent une idée en tant qu'adultes, et derrière on les invite à bouger. Tu souhaitais réagir, Laure ? Oui, parce qu'en fait, je pense que l'éco-anxiété, c'est un super symptôme de bonne santé. Et que moi, j'ai pas du tout envie de la nier. Si on est anxieux par rapport à ce qui se passe, si ce monde convient aux uns et aux autres, alors faut pas le changer. Donc, ils sont pas éco-anxieux, ils ont d'autres anxiétés. Ça m'intéresse pas. Ils sont malades. C'est eux les grands malades. Nous, on est en super bonne santé. Ça ne nous va pas. Et ce que je trouve un peu, la façon que tu as de tempérer finalement les trucs qui vont pas, etc., c'est super, mais moi j'ai envie de dire, putain, c'est un tambour de machine à laver. Je veux dire, il va y avoir un cycle de lavage, de pré-lavage, de dessorage, on va ressortir, on va s'étaler, on va sécher au soleil, de la joie, mais à un moment donné, une petite information au détour d'un journal, au détour d'un rapport du GIEC qui va sortir bientôt, au détour ça nous remet dedans. Et donc en fait, ce n'est qu'un cycle permanent. Ok, il y a la joie derrière, mais il faut aussi accepter que des fois, il y a de la peine énorme, de l'impuissance qui revient comme ça. Ici, on est là, on fait de la politique, ça parle beaucoup, mais quand est-ce que ça agit ? Enfin, il y a, je sais pas, il y a mille et une, il y a de la colère, il y a cette énorme peine au monde. Ça doit se ventiler en nous, on doit les accepter, être traversés par la joie. Ok, elle est toujours là si on peut y retourner. Mais moi, j'aime bien retourner vers la joie. C'est pas que j'aime bien, c'est pas moi qui décide d'ailleurs, la joie, elle est là ou elle est pas là. Mais j'aime pas me dire, attention, il y a que la joie, ou au bout du chemin, il y a que la joie. Non, vous allez vous faire saper le moral par un petit truc qui vous aurez pas décidé, quoi. Et c'est tous les jours. Et en plus, parce que le bouquin est aussi un témoignage, un tricot entre les brins de personnalités qui sont dans l'écologie depuis très longtemps, moi, et puis surtout une petite enquête quand même sur qu'est-ce que c'est vraiment que cette éco-anxiété. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer, on me dit souvent, est-ce que c'est le mal du siècle ? Je dis non, il paraît que le dos, c'était le mal du siècle en 2000. Bon, est-ce que c'est l'éco-anxiété ? Maintenant, c'est le coronavirus. Maintenant, c'est le coronavirus. Bon, je sais pas si le mal du siècle, c'est pas le port du masque. Mais bon, voilà, on est parti vers des choses comme ça, à se poser des questions. Qu'on ait des sensations très fortes vis-à-vis de nos questions environnementales, enfin, alléluia, nous sommes en bonne santé, nous sommes une tribu de gens en très bonne santé. Ça ne veut pas dire en très bonne santé en permanence, parce que ça va faire mal. Voilà. Ça marche. Et alors moi, du coup, j'ai une question suivante à vous poser. On a dans cette salle des militants écolos aguerris, normalement. Devant nous, on en a peut-être qui se posent la question de « je ne l'étais pas encore, mais peut-être que je vais le devenir ». Et donc, quel conseil vous avez envie de donner aux militants écolos actuels ou peut-être à ceux qui le deviendront plus tard ? Nous, on a peut-être quelques années de recul sur la question, on a du recul sur ce qu'on a traversé, on se dit peut-être qu'on aurait gagné du temps en ayant des bons conseils dès le départ. Donc c'est quoi le conseil aux militants actuels, aux futurs militants ? Et quand je dis militants, je ne parle pas que des militants politiques, bien sûr. Je pense à ceux qui, en fait, à un moment, vont être conscientifs, vont avoir envie de se mobiliser, ou qui n'arriveront peut-être pas tout de suite, d'ailleurs. Mais... Premier conseil, laisser les émotions qui nous traversent, nous traverser totalement. Et embrasser totalement la peur, l'impuissance, la grande peine et cette énorme colère. Voilà, vraiment, y aller à fond, les laisser nous traverser. Mais surtout, ne pas rester seul face à ça. Donc les nouveaux arrivants, je suis désolée, par rapport à nous il y a 20 ans, ils ne sont pas du tout seuls. Je dis dans le bouquin, je ne veux pas faire ma Tati Daniel de l'écologie, mais quand même, putain, soyez heureux de tomber en écologie en 2020. C'est-à-dire que c'est un sujet où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup maintenant de groupes, non pas d'alcooliques anonymes, mais d'écolos anonymes, qui ne sont plus anonymes. Là, vous êtes devant, voilà, et donc du coup,
parle. Et donc, du coup, ce côté cathartique de la parole, de l'échange par rapport à ça, c'est les deux conseils. C'est-à-dire, 1, laissez-vous traverser. 2, ne restez pas seul. On se sent peut-être moins incompris qu'à une époque où, mais avant, on est encore incompris par une partie de la population, mais on est moins seul. Il y a beaucoup de gens qui viennent après avoir lu le bouquin, ils disent ouais, moi c'est exactement ça, dans ma famille, les conducteurs de 4x4, tous des cons, des gens qui sont vachement dans la colère et tout. Bon, quelqu'un qui a bu beaucoup de bière, par exemple. Quelqu'un a plongé dans l'alcool à nos côtés et on entend des bruits de bouteilles. Donc ça, c'est une façon d'en sortir aussi. C'est tout ce que les militants ont bu hier, ça, qui est en train d'être déversé. Ah, j'adore. En tout cas, ce qui est sûr, ne pas rester seul. Puis après, tout le cycle de la résilience, de l'acceptation et puis de l'action, parce que l'action est l'anxiolytique numéro 1. Donc là, on va y tomber direct. Eric, un petit conseil ? Ouais, ne pas subir, je le disais un peu tout à l'heure. Ne pas subir, et je pense que la période, pas seulement la période écolo que nous vivons, mais la période notamment Covid que nous traversons, conduit aujourd'hui un certain nombre de personnes à de vraies remises en question et à des vraies volontés de transition personnelle. Laure l'a dit tout à l'heure, la transition personnelle pour soi-même, elle est dangereuse si on ne la prépare pas, elle est dangereuse si on l'est seul, et elle est dangereuse si on n'appréhende pas l'ensemble de ce qui nous traverse. Et par contre, à partir du moment où on se met en route, et je crois que dans ces étapes, dans ces logiques de transition, il y a une espèce d'état, de premier état de référence à établir, de savoir dans sa propre vie qu'est-ce qui ne va pas, parce que parfois on voit des grands mouvements qui sont des grands mouvements où des gens plaquent la femme, les enfants, partent dans une yourte dans la Drôme. Ils peuvent partir avec leur femme et leurs enfants. Et 6 mois après, c'est la grande catastrophe, parce que tout le monde n'est pas fait pour vivre dans la Drôme avec une yourte. Et du coup, il y a un certain nombre de lieux, et de prendre le temps, j'allais dire, de déterminer effectivement il est où le point qui ne va pas. Est-ce que c'est le boulot qu'on fait et qui sert quelque chose qui est un non-sens ? Est-ce que c'est effectivement le cadre physique dans lequel on vit? Est-ce que c'est des problématiques de temporalité? Est-ce que c'est des problématiques relationnelles? C'est des problèmes d'isolement? Vous parliez tout à l'heure, moi je suis frappé de voir comment il y a un clivage très fort en ce moment générationnel qui s'opère entre des plus jeunes et des plus âgés, entre des petits-enfants et des grands-parents. Les grands-parents qui refusent effectivement d'assumer la responsabilité que leur incombe leurs petits-enfants, et qui du coup on voit une tension extrêmement forte. Donc du coup on voit des lieux familiaux où il y a des personnes qui se disent mais ma famille elle ne me comprend pas, ma famille elle ne comprend pas mes choix. Donc du coup il y a un moment où il faut faire un peu cette cartographie-là, voir où sont les alliances, les alliés, ceux avec qui faire, parce qu'il y a plein de lieux qui font déjà, donc il y a plein de lieux qui sont des lieux de témoignage, des lieux ressources, des lieux de formation, et qui permettent à ce moment-là de rassembler et de faire, mais surtout pas subir. Mais ne pas subir, c'est pas seulement vrai en écologie, je veux dire, je parlais de la famille ou du couple, ne pas subir dans son couple, c'est aussi un enjeu, je veux dire, il y a plein de domaines dans lesquels il ne faut pas subir. Et du coup, c'est pour moi le premier élément... C'est un beau slogan de ne pas subir, qui peut pousser aussi, du coup, à des choix qui peuvent parfois être extrêmement radicaux. Et donc moi je suis profondément radical aussi, donc invitant à cette radicalité. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire de la cosmétique. Je veux dire, on ne va pas effectivement avec 2-3 petits machins se dire j'ai tout réglé. Mais ceux qui vont et qui y vont vraiment, encore une fois, c'est des gens qui trouvent un sens à leur vie, dans un présent. Le seul temps qu'on a à vivre, c'est le présent. Je veux dire, il n'existe pas d'autre temps que nous vivons que le présent. Puisque le futur n'existe plus, voilà. effectivement, donc, vivons du coup, le présent. Vivons ce présent. Ouais. Et en tout cas, je trouve ça génial. J'ai l'impression qu'il faut lire le mien d'abord et le tien après. Oui, il y a un ordre. Enfin, franchement, je suis désolée. Parce que c'est si bon. Vous commencez par la joie, un vous relisez acheté, la un dépression. offert. Donc, en fait, on offre le tien. Vous faites une campagne promotionnelle commune. C'est arrangé avec mon éditeur. Ouais. On va appeler Baya. La négociation dès la sortie. Moi, en t'écoutant, Eric, j'ai envie de vous faire réagir aussi sur la jeunesse, parce que c'est Marche Climat. Alors moi, je ne sais plus si je suis jeune ou pas. Maintenant, je suis à l'âge intermédiaire, on ne sait plus trop. Je suis trop tard. Merci Laure. Non, Marine, merci. Tu vois, il y a la dualité qui est présente à chaque moment dans cet atelier. Mais moi, j'ai eu un bébé il y a 20 mois.
c'est un moment où l'éco-dépression remonte d'un cran. C'est-à-dire que voilà, on se dit, en plus, moi je vais crever, je le savais, mais en plus il y a des enfants, les petits-enfants, voilà, c'est dur. Mais peut-être en plus c'est de ma faute, puisque j'ai fait un enfant, donc je participe, n'est-ce pas, à charger l'empreinte carbone. Donc, voilà. Non. L'ambiance. Et quelques mois après, en fait, j'ai accouché la première semaine des Gilets jaunes, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais il y a eu aussi les marches climat. Enfin, c'était un moment très particulier. Et au printemps, donc Joseph, il a 3-4 mois, et je fais la marche climat de Paris, parce que c'était la grande marche. On avait une réunion d'écolos, et donc c'était la campagne européenne. Il y avait tous les copains, les candidats, et j'étais avec mon bébé dans ce panier. Je dis, enfin, on lui prépare quand même un truc où ça va peut-être être compliqué, mais au moins il y a des gens qui se mobilisent. Et c'était les jeunes. Et donc ces jeunes, je trouve que, alors il y a le I Want You to Panic de Greta Thunberg qui est très fort, parce qu'elle elle est pas encore dans la joie tout à fait, Greta Thunberg. Voilà, elle est plutôt dans le, elle veut que tout le monde déprime avec elle, parce que je pense qu'elle veut que la génération d'avant tombe dans l'éco-dépression et l'éco-anxiété un peu pour se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Il y a les jeunes de la marche climat qui sont dans un truc positif énorme. Enfin, les slogans sont forts, il y a de l'humour qui est présent aussi. Moi, ça me donne beaucoup de pêche. Ouais. Et à ce moment-là, je vois sur Facebook tourner un truc, vous savez, les messages là, qui tournent en boucle. Et donc, c'était un truc que la génération plutôt 60-70 ans partageait. Ils sont sur Facebook maintenant, et qui disait en gros, on dit que c'est la cause de la génération précédente, mais moi, message à la génération climat, j'avais pas de Nintendo, j'avais pas de sac plastique, et je prenais pas l'avion, et je traînais pas en Adidas à regarder des conneries sur la télé au lieu de faire mes devoirs. Et ça m'a un peu crispée, parce que je me suis dit, voilà, il y a le monde d'avant qui continue à se défendre et qui continue à expliquer à ces jeunes qui manifestent que, enfin, moi, j'avais pas tout ça. Sauf que, en fait, je pense que s'ils avaient juste pas inventé la Nintendo, on n'en aurait pas, et qu'on survivrait très bien sans aussi. Donc, il y a cette dualité qui est présente aussi. Et alors, du coup, ces jeunes, on leur dit quoi? C'est de leur faute, c'est pas de leur faute, c'est à eux de faire. Non, mais attends, si on part dans une guerre de génération, de 3 générations, mais elle est présente. Moi, j'ai 2 ou 3 trucs à dire à mes parents, et j'ai 2 ou 3 trucs à dire à mes grands-parents, qui ont participé à l'exode rural, qui ont participé à cette idée que plus on travaillait, plus on aurait un super job, plus on pouvait faire on serait une femme barbare. Non, l'exode rural. Parce que maintenant c'est l'exode urbain. Mais voilà, on a 3-4 trucs à leur dire. Mais enfin, là-dessus, c'est une stérilité sans nom. Ah, il me semble. Mais il est présent, ce débat. Il est présent, mais il faut le débunker direct. Personne n'est parfait. Si tu veux être un super écolo, que tu aies 15 ans, 45 ou 70, suicide-toi. Ça, c'est bien, ça, c'est positif. Non, mais je suis désolée. Encore une fois, la blague, parce que je suis désolée. Personne n'a un bilan carbone ici. Nec plus ultra. C'est du l'humour. Je précise quand même. Parce alors toi, tu es très drôle, mais des gens qui nous regardent peuvent ne pas être drôles. Non, alors ne nous vous attaquer sur les. Pas. Merci. Parce que Lisette, ou alors avec une corne en chanvre bio. Enfin, je veux dire, on respecte un peu la nature. Non, mais enfin, je veux dire, je rattrape quand même, parce qu'après, cette on a des guerre, bad buzz. cette guerre, oui, ça serait mieux que Dupond-Moretti. Hein. Comme bad buzz. Non, mais ça, c'est re-bad buzz. Cette guerre des générations, cette guerre, toi, t'as mieux fait, toi, t'as machin, toi, t'es Cyril Dion, mais t'as pris l'avion, toi, t'as un pull comme ci, comme ça. T'es Cyril Dion, mais t'as pris l'avion, c'est t'es Cyril Dion, mais t'as pris l'avion. Enfin, je veux dire, ouais, c'est super. Enfin, je veux dire, on peut plus avancer maintenant sans faire un caca bio, composté, machin truc. C'est juste insupportable. Donc, les générations, d'abord, elles vont se manger ce qui arrive. Donc, il faut les embrasser. Et même si elles nous tapent dessus, il faut les embrasser parce qu'elles vont se manger quand même le pire. Et moi qui pensais que la génération future, j'ai pas d'enfants, toi t'en as 3, j'en ai pas. Mais moi je pensais que la génération future, je la verrais jamais. Tous mes articles dans Libération, de 2000 à 2014, je les écrivais, je sortais d'une COP, donc une conférence climat, et je mettais objectif 2050. Et j'étais là, 2050, je m'en fiche. Enfin, je veux dire, franchement, j'aurais 75 ans, 76 ans. Ça ne me concerne pas. Et je me rends compte que la génération future est la génération présente. Oui, exactement. Déjà née. En fait, c'est les milléniums, etc. Oui, mais toi aussi, en fait. Et donc, si ça se finit plutôt que prévu, t'es dedans aussi. Oui, mais moi, je m'en fiche. Enfin, je veux dire, j'ai rien à... On s'en fout. Enfin, on parle pas de moi. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut les accompagner, les embrasser, leur donner le pied à l'étrier pour l'action, leur donner des clés pour que ça aille plus vite. Tu parles des émotions basses de Greta Thunberg en disant ouais, elle va pas très bien, machin. Ouais, c'est sûr. N'empêche qu'elle fout un coup de pied dans la fourmilière de dingue. Elle est dans l'action. Elle est dans une action. Mais c'est même pas qu'elle est dans l'action, elle est dans la symbolique de l'action.
réaction. C'est-à-dire, elle nous rentre dedans comme nous, on essayait de faire en faisant des articles punchy, enfin, en tout cas comme j'essayais de faire, en disant « Ouais, vous êtes tous... » Je me retrouve complètement dans elle, alors que j'étais beaucoup plus vieille. Je m'autorisais pas ça. Je vous rappelle que je suis née dans les années 70, donc Just Do It, Yes We Can, tous ces rêves, machin, et dire non, contre, enfin, on était contre. Là, elle est portée par quelque chose qui est en plus la réalité de ce qui se passe, tout simplement. On n'est pas dans une lubie ou une mode intellectuelle, on est dans un fait qu'on va dans un monde vers plus 7 degrés à la fin du siècle. Donc je trouve qu'il nous faut une nana comme ça qui a des émotions basses. Je suis désolée pour elle, qu'à 15-16 ans, elle ait de la colère, mais en même temps, elle grandit. Suffisamment d'énergie pour agir. Et elle va grandir, et donc ce sera une porte-parole d'enfer. Elle emporte toute une génération avec elle. Et nous, il faut qu'on soit là derrière en backup. Voilà. Je dois être derrière le backup d'une nana. Je dois être en backup d'une nana de 16 ans. Je trouve ça génial. Parfait. Éric, est-ce que tu veux rebondir ou est-ce qu'on passe aux questions du public ? Non, beaucoup de choses à dire sur la question de génération. C'est-à-dire que moi, je pense de toute façon que dès qu'on peut réconcilier, il faut réconcilier. Effectivement, c'est jamais en faisant des guerres ouvertes, même si parfois il faut les faire, qu'on y arrive. Il se trouve quand même qu'en matière d'écologie, depuis John Muir, Rachel Carson, etc., on a essayé à un moment de raconter les choses comme il faut, d'essayer de faire comprendre de façon très rationnelle. On n'y est pas réussi. Donc du coup, effectivement, ça a provoqué un certain nombre de colères. Moi, par rapport à la question des jeunes, je vois bien générationnellement, entre mes filles, mes parents et moi, les trois situations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'entre ceux qui ont estimé, et avec une... C'est vrai, c'est-à-dire moi j'ai des parents qui ont vécu des choses qui n'étaient pas simples, dans des périodes pas simples, et du coup ils ont fait ce qu'ils pouvaient, en croyant qu'ils faisaient bien, je veux dire, pour nourrir tout le monde avec du steak haché midi et soir, etc. Après, il y a une génération d'après, qui est la mienne, où tout à coup on se cogne à la réalité. La vache, j'ai fait des enfants dans ce monde dont je suis en train de comprendre qu'il est quand même un peu mal barré. Et donc, du coup, il y a effectivement sur cette génération-là du déni de la part de certains, une difficulté, une éco-anxiété que je comprends bien, je veux dire que je perçois bien. Après, moi, quand je vois mes filles, elles sont nées dans ce monde-là. Donc, c'est leur monde. Il est comme ça. Donc, du coup, ils n'arrivent pas en disant on aimerait bien changer, on vous auriez dû... Non, elles sont nées dans ce monde-là. Et ce que je perçois et ce que je vois, c'est qu'il y a chez les jeunes des ressorts, des énergies, une rapidité, des outils, parfois une agilité intellectuelle qui est bien plus forte que la mienne. Et du coup, la problématique dans laquelle on est, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en train, dans tous nos systèmes entrepreneuriaux, politiques, etc., de protéger les plus anciens au détriment des plus jeunes. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. C'est-à-dire que les sacrifiés, c'est les plus jeunes. Il y a une urgence aujourd'hui. Il y a aussi des débats sur le sacrifice des plus anciens. Aujourd'hui, il y a une urgence à donner les clés, pour moi, aux plus jeunes. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout... Il y a les jeunes de la salle qui je rigole. Et je pense malheureusement, et c'est vrai en politique, je veux dire, moi je le vois là où je vis dans le Gard, je veux dire, on a des générations et des générations d'anciens avec des vieux réflexes, avec des outils qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup, par rapport aux plus jeunes, pour moi l'enjeu, il est de rapidement donner les clés, effectivement, le plus vite possible aux plus jeunes. Parfait. Alors, on a tenu les délais, donc je vous félicite tous les deux et je me félicite moi-même pour l'animation de ce débat, ce qui permet en fait de prendre des questions du public. On a à peu près encore 15 minutes, ce qui permet de... Ce que je vous propose, c'est qu'on en prenne 3-4 et qu'on réponde à tout en même temps. Ça permet d'en prendre plus. Alors, il y en a deux au premier, vous êtes mis à côté exprès, c'est très bien préparé. Il y a un micro peut-être de la salle ? Bonjour, merci beaucoup pour vos livres, votre travail et puis cet échange. Je suis Émilie de Bailleul, près de Lille. Alors moi, je m'interroge beaucoup sur les émotions de mes enfants. Bon, c'est vrai que moi, je gère mes émotions en tant qu'adulte, mais bon, j'ai un garçon de 5 ans, alors lui, il n'a rien compris au truc, il continue, il fait sa vie, il a des émotions d'enfant, j'ai pas l'impression que l'écologie le perturbe. Par contre, ma fille de 12 ans, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à la faire entrer dans l'action, en fait. Donc, elle a bien compris qu'on vit dans un monde, excusez-moi, donc, il y aura un gros problème pour elle. Elle s'en rend bien compte. C'est un énorme stress. Et donc, sa réaction, c'est de dire, de toute façon, le monde est pourri, on va réussir à rien, donc je veux des baskets Nike qui viennent de Chine.
Voilà. Donc, Elle est post-collapso, en fait. Elle veut accélérer la chute. Voilà, Elle est précoce. De toute façon, on va rien changer. La situation, c'est comme ça. C'est impossible de s'en sortir. En fait, elle a perdu tout espoir. Donc ça me fait mal parce que je me dis mince, en tant que mère, en tant que parent, elle me dit mais de toute façon ton potager bio ça sert à rien, ton tri des déchets ça sert à rien, le zéro déchet je m'en balance de tout. En fait, elle ne me suit absolument pas dans nos d'ailleurs avec mon mari, hein, c'est un choix familial, mais dans nos choix écologiques en fait, elle comprend pas et elle adhère pas en fait. Donc, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, une phrase miracle? On peut organiser des psychothérapies collectives Voilà. aussi pour se parler entre nous, il n'y a pas de problème. Il faut me l'envoyer. Alors, vous l'envoyez alors, elle va finir très remontée. Elle va revenir, ça va être Greta Thunberg. Est-ce que vous pouvez passer à votre voisin, voilà? Oui, moi c'est Armel. Je voulais vous demander, j'ai essayé d'appliquer un principe de l'or. J'ai rendu les gens autour de moi dépressifs pour les mettre dans l'action après. Ah bah, et j'espère qu'ils ont rebondi quand même. C'est un truc à recommander ça. Mais attends, mais moi je fais pas ça. Il y a- Et je trouve que c'est la solution. Il y a un droit de réponse. Se mettre dans l'action quand on a été dépressif. Alors je passe par l'étape d'avant. Je propose de faire prendre conscience et puis les gens ils sont un peu malheureux. Et après je leur dis la solution. Regardez, leur la vie, c'est de prendre de l'action. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques de la salle? J'en vois une tout là-bas. Et ça reviendra à vous, monsieur, après. Merci. Oui, juste une. J'ai écouté. Pardon, Laure, je me souviens. Laure. Noala sur France Inter dans une super émission où vous présentiez votre bouquin et c'était poignant. Moi, je me reconnaissais dans ce que vous disiez, c'était génial. Et il y avait Fabrice Nicolino avec vous qui vous a totalement respecté, mais qui a dit à un moment, oui, mais bon, il ne faut pas en rester là. Enfin, on sentait qu'il se positionnait. Enfin, il vous respectait totalement professionnellement, mais en même temps, on sentait que... comment dire? Alors, je voulais savoir si vous aviez compris ce qu'il voulait dire par là. Alors, vous avez parlé de l'action, qui est le meilleur anxiolytique, en disant, mais c'est pas bon ça, il ne faut pas rester dans l'anxiété, il ne faut pas rester dans la déprime. Voyez ce qu'il a... Donc, vous parlez de l'émission où Fabrice Nicolino était là? Oui, voilà, vous étiez Ouais. tous les deux invités, c'était il y a à peu près 1 ou 2 mois, Ouais. sur France Inter. Et à la fois, il respectait vos sentiments et en même temps, il condamnait. Alors, je pense... Enfin, si vous aviez bien compris ce qu'il voulait dire, et si vous pouvez m'éclairer, ce serait super. En C'est tout cas, j'ai acheté écologie votre et bouquin. mansplaining, là. c'est le J'ai acheté moment. votre bouquin et... T'es d'accord? Bah, j'ai pas écouté cette émission, j'apprends, mais ça fait vraiment le mansplaining, donc je pense que ça fait partie de la réponse. Je pourrais en parler, ouais. Alors, il y avait une question du monsieur devant, on peut encore en prendre 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait penser simplement entre l'anxiété, en fait, ça me fait penser à la courbe de deuil. Donc, on apprend une Ah bah, mauvaise c'est bien, on va nouvelle. remonter d'un niveau dans l'espoir, là. On apprend une mauvaise nouvelle, donc voilà, et comment je remonte par l'action, Totalement. entre autres. Voilà, Exactement. C'est très, Ah, c'était une remarque très brève, bravo pour votre elle concision. est très pertinente. Vous remarquez que collectivement, on progresse aussi en tant Non, qu'écolo. mais en on plus, tient il a les dû, délais, on il a pose dû des lire questions. le bouquin donc jaune, puisque... Il lui manque on- plus qu'à lire le bleu. maintenant. Allez-y. Moi, j'ai une question sur comment est-ce que, par rapport à des amis ou de la famille qui n'ont pas en tête exactement l'urgence, quelle est notre responsabilité à leur faire découvrir cette éco-anxiété et comment on fait pour leur dire sans les faire tomber dans une dépression et comment on gère la culpabilité même de leur annoncer en fait l'état du monde dans lequel... Donc vous voulez les plonger dans l'éco-anxiété, mais pas trop, c'est ça? C'est-à-dire, Pas se parce qu'on a sentir quand même une coupable. Très bien. responsabilité, mais comment on fait et comment on gère l'annonce quoi, Comment de- gère l'annonce du deuil. Il y a une collègue qui a une question. Alors je vois, c'est loin, voilà, c'est ici. Oui, merci. Moi, je vais juste intervenir rapidement sur ma fille, puisqu'on parle de nos enfants, je vais parler de ma fille, 5 ans et demi. Et elle, en fait, c'est génial, il y a eu des méga feux en Australie, et elle s'est mise à pleurer. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, parce que c'est ça ce qu'on devrait faire. Nous, on est tellement blindés émotionnellement qu'on n'exprime plus la stupeur, qu'on n'exprime plus ce qui se passe et nos craintes, etc. Et c'est vrai que ma fille qui a pleuré pour les méga feux en Australie, j'étais dépourvue, elle a fait une crise de nerfs, je ne savais pas quoi lui répondre, mais en même temps je me disais, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais moi aussi pleurer avec elle en fait. Voilà. Très Il y a des bonne, applaudissements très bonne... silencieux. On va prendre voilà, les 2 dernières, puis après on va passer aux réponses quand même. On va pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas. Oui, bonsoir. Alors, je voudrais d'abord rappeler une citation de Wells, c'était dans les années 30, où il disait la médecine a fait tellement de progrès
que maintenant tout le monde est malade. Et je dis ça pour dire que quand même, bon, la dépression, et surtout l'expression des émotions, c'est pas une maladie. Bon, j'ai apprécié quand on a dit il faut se laisser traverser par les émotions. Et deuxième chose, on nous vend, d'ailleurs, je pourrais utiliser ce mot-là, une représentation de l'humain qui est basée maintenant sur le neuro, parce qu'il faut mettre quelque chose, comportementalisme. Et quand il y a des débats comme ça sur l'émotion, eh bien maintenant, ça démarre tous ils démarrent. Ben, l'émotion, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ça vient du corps. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et d'ailleurs, très vite, j'arrête d'écouter l'émission. L'émotion, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui constitue l'humain. C'est beaucoup plus complexe. Ça vient dans l'histoire de l'humain, dans l'histoire personnelle de l'humain. Voilà. Entendu. Alors, une dernière question, puis vous aurez à peu près 4 minutes chacun pour répondre et conclure. On pourra tirer sur 5 si tu es très... Bonsoir, moi je suis Mathilde de la commission écoféminisme de Génération Écologie. Et je suis Mathilde de la commission écoféminisme de Génération Écologie. J'entends dans les échanges qu'il y a une perspective de genre qui est très forte en fait dans l'éco-anxiété et surtout dans les témoignages qui ont été apportés ici. La charge émotionnelle de l'éco-anxiété, elle pèse aussi fortement sur les femmes et les petites filles de ce que j'ai entendu. Peut-être plus que sur les garçons et sur les hommes. Intéressant aussi. Alors, ça nous fait toute une série de questions, de remarques à traiter. Et moi, j'en rajoute une dernière. Y a-t-il encore de l'espoir quand même? Parce mais pas celle-là. Non, mais j'entends quand même parler des gens. C'est la fin du monde, mais je suis en paix avec cette idée. C'est la fin du monde, mais moi, ça me déprime. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment quand même où on peut l'empêcher? Sinon, on arrête tout. Qui commence? Comme vous voulez. Laure, t'as tout noté? Je te sens partante, Laure. J'ai dans la tête des choses. Moi, très fort. Ouais, waouh, c'est génial. Bah vas-y, parce que faut que je mette Elle est pas prête. Non, c'est-à-dire que l'enfant de 12 ans, vas-y, enfin, j'ai pas d'enfant. Alors, j'ai pas de solution. Voilà, n'en faites pas. Non, plusieurs choses. D'abord une référence pour moi en la matière, c'est Sophie Marinopoulos, qui est donc une psychanalyste, qui est aussi cofondatrice de la maison d'édition Les Liens qui libèrent, qui a écrit un certain nombre de livres sur les thématiques et les façons d'aborder ces sujets-là avec les enfants. Et notamment, Sophie, dans le temps que nous vivons, enfin, elle dit clairement, nos enfants ne vont pas bien. Je veux dire, nos enfants ne vont pas bien. Nos adolescents ne vont pas bien. Il y a une augmentation aujourd'hui des maladies qui sont liées à ce moment où normalement l'adolescent, qui est dans un moment difficile de toute façon, de transition lui-même, n'a aucune envie de passer dans l'étape d'après, qui est celle d'être adulte, avec les responsabilités qui vont avec cette étape d'après. Du coup, il y a une multiplication des maladies associées, anorexie, boulimie, etc., qui sont donc en forte croissance. Et donc la situation dans laquelle sont nos enfants, effectivement, c'est une situation qui est difficile. Cette situation-là, Sophie, et je reprends ces mots parce que je ne suis pas moi-même psychanalyste, mais je partage ce point de vue et je l'exerce, j'allais dire, je le vis avec mes enfants. Les enfants, il y a des moments où effectivement ils sont en questionnement, ils donnent des signes d'interrogation, ils donnent des signes de mal-être, et donc le rôle de l'éducateur, notamment des parents, c'est d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière le signe. Donc c'est entre guillemets de libérer la parole. Quand vous disiez tout à l'heure comment est-ce qu'on va annoncer à nos enfants tout ce qui ne va pas, aujourd'hui, c'est totalement improductif que de prendre l'enfant de 7 ans et lui dire bon, écoute, il faut que je te dise, je ne t'ai pas raconté tout, mais grosso modo, c'est la grande cata, et donc voilà, les océans, les planètes, les baleines, etc. Ça ne marche pas comme ça et ça servira à rien. Donc du coup, il y a un enjeu, en tout cas, à ce que la parole circule. Or, moi, ce qui me frappe dans certaines familles, c'est de voir des lieux dans lesquels, parce qu'on n'a pas la réponse, en tant qu'adulte, on ne fait même pas monter la question. Exact. Parce qu'on voudrait être overpuissant dans la position, notamment des hommes, d'une espèce d'hyperpuissance. Donc, pour nos enfants, je vais les sauver. Non, et bien là, il y a des réponses qu'on n'a pas du tout. Après, je crois que le deuxième élément, moi je trouvais, tout à l'heure tu disais, Marine, on n'a pas bien entendu, mais moi je trouve que c'est effectivement important. C'est tout à l'heure, quand on parlait de renoncement, c'est de ça dont il s'agissait aussi. Vous avez parlé du deuil et des phases de deuil. Effectivement,
deuil, sidération, colère. Je veux dire, donc ces phases-là, il faut absolument que chacun les accepte pour lui-même, qu'on les accepte pour les autres, notamment, on parlait tout à l'heure des jeunes. Donc il y a un moment que les jeunes soient profondément en colère de ce qui se passe, c'est un petit peu normal. Après, donc, si on refuse même cette étape-là, je ne vois pas comment la résilience, comment la création, comment le dialogue, comment ces étapes-là peuvent naître si on a refusé ces premières étapes. Or, il y a bien un enjeu à les reconnaître, et moi, je suis très à l'aise avec ces moments-là. Et donc, le dernier élément, j'y reviens parce que c'est un peu mon plaidoyer, et c'est notamment, moi j'accompagne en ce moment une jeune, qui n'est pas ma fille, qui dit « je ne comprends pas, ma famille ne comprend pas, personne ne comprend, dans mon lycée, elle est dans un bon lycée de l'Ouest parisien, elle dit même les jeunes n'y comprennent pas ce qui se passe, etc. » Et effectivement, l'enjeu pour cette jeune, ça a été de la reconnecter avec des lieux où elle a trouvé des gens qui étaient comme elle, avec qui partager, et se rendre compte qu'elle n'est pas un ovni, qu'elle n'est pas la seule à être en colère ou à être indignée devant la situation dans laquelle on est. Donc il y a un énorme enjeu de reliance, et tu parlais tout à l'heure de Youth for Climate, enfin, donc, et effectivement, il y a des dynamiques, notamment au niveau des jeunes, qui sont extraordinaires. Après, il y en a d'autres. Moi, j'ai été, je ne m'en cache pas, je sais qu'on a ça en commun avec Marine, un peu formé par le scoutisme, et je sais qu'il y a... Je pense que j'étais scout, mais je n'ai pas été scout. Ah bon, tout le monde croit que j'étais scout, c'est un signe. Bon. On fera un autre atelier là-dessus. T'aurais pu l'être. J'aurais pu l'être, mais ça n'existait pas chez moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lieux, effectivement, qui sont des lieux qui permettent à un moment de recommencer l'histoire au départ, et notamment au sein du scoutisme, il y a cette vertu, cette espèce d'hyper-connexion à la nature d'emblée. Parfait. Laure, tu as le temps de réfléchir. Je survalide. Juste un truc, pour moi, l'enfant, c'est l'adulte pas encore abîmé. Donc j'ai du mal à faire le distinguo entre adulte et enfant et tout. Et moi, les drames dont vous parlez quand il s'agit d'enfants, je les vois avec des copains. Qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont 45 ans, enfin ils tombent des nues, eux aussi, mais les enfants comme des enfants. Les enfants d'écolo, ils sont précoces, ils voient leurs parents stressés. Peut-être qu'ils sont précoces, mais j'ai l'impression que tout le monde passe par les mêmes phases. Alors effectivement, faire un deuil à l'âge de 5 ans, que tous les koalas vont mourir dans les flammes d'incendies atroces, c'est violent, mais il y a quelque chose qui s'est produit en Angleterre une fois ou deux, je crois, et je nous invite tous à, j'en parle un peu dans le bouquin, mais je nous invite tous à essayer de développer ce genre de trucs. Ça s'appelle les life cairns. Ce seraient des processions, des petites processions totalement œcuméniques, je précise, où on viendrait honorer un peu les espèces disparues dans l'année. C'est un travail qu'on peut faire avec des éducateurs, avec l'école, avec plein d'enfants. On met des fanfares, on met de la musique, et on va tous, avec un petit caillou, marquer l'espèce disparue de l'année, parce qu'il y en a des dizaines de milliers chaque année qui disparaissent. Et on va honorer quand même, on n'honore aucun mort, enfin on honore les morts de la 14-18, de 39-45, le djihadisme, etc. Mais on n'honore pas du tout le vivant qui meurt. Et les enfants, ils se rendent pas compte. Enfin, ça meurt, il faut aussi qu'on embrasse ce truc-là. Ça meurt, ça disparaît, mais on est venu pleurer dessus ensemble. Et l'enfant ne pleure pas ensemble. C'est une collectivité, une communauté qui va pleurer. Et je trouve ça très poétique, très engageant, très fort, intense d'un point de vue émotionnel, mais à faire, parce que ce serait génial qu'on ait des petits moments, des petits cérémoniaux comme ça pour traverser collectivement et de manière intergénérationnelle nos énergies et nos émotions. Perspective de genre, beaucoup de choses à dire, mais on m'a dit de rendre à 22, donc il est 21. Pour Nicolino, ça va être off the record, on en parlera, pareil, machin. Juste pour dire que cette courbe de deuil est fondamentale, c'est-à-dire que c'est pas la mort de qui que ce soit qu'on annonce, c'est la mort de nos rêves, de ce dans quoi on a grandi. Nous, les parents, nous, les tantes, nous, les oncles, nous, et nous, les occidentaux, par ailleurs. Et donc, ce deuil-là, il est à traiter, on va dire. On va essayer de s'appliquer la courbe du deuil parce que c'est une théorie qui me va. Enfin, moi, je la trouve assez cool. Et elle est assez efficace. Et donc, sidération, déni, marchandage, les émotions basses, colère, impuissance, peur, tristesse. Et puis derrière, vous tombez.
Et puis après, vous acceptez. Et puis après, vous vous ramassez et vous redevenez l'être humain, mais conscient, totalement ouvert à ce qui vous attend, c'est-à-dire de l'action, parce qu'il faut qu'on se retrousse les manches, de l'entraide, parce qu'on n'est pas tout seul, de la résilience, parce qu'on n'est même pas résilient, on est encore antifragile, c'est-à-dire qu'on est encore plus fort qu'avant, parce qu'on sait. Voilà, et c'est tout. Donc c'est l'écologie en pleine conscience, on est dedans. Et puis je pense que l'année prochaine, j'organiserai un atelier sur expliquer l'écologie à vos enfants et à ceux qui vous entourent. Comme ça, je sens qu'il y a beaucoup de questions et donc on a 1 an pour y réfléchir et trouver les bons intervenants. Je pense que Sophie, effectivement, serait intéressante. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci. Très intéressant. Et donc, je vous représente Comment rester écolo sans finir dépressif de Laure Nouala. Merci beaucoup, Laure. Et l'abécédaire de l'écologie joyeuse d'Éric de Kermel. À très vite. Merci pour votre venue. Et puis, n'hésitez pas à suivre toutes les autres émissions en replay, etc. Je vous souhaite une belle fin de journée d'été à toutes et tous.